c'est pas la discipline la plus difficile. Par contre, c'est la plus difficile dans sa pratique parce qu'elle est chronophage, un peu comme le crossfit. C'est-à-dire comme il faut une maîtrise technique dans beaucoup de disciplines, et ben, automatiquement, ça demande énormément de temps et d'investissement. Et je lui dis alors Andy et Neymar. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit Clément, il ne fait pas le même sport que nous. Je dis comment ça, il ne fait pas le même sport que toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es joueur professionnel, tu es international. Il m'a dit Clément, il ne joue pas le même foot que nous. Le problème, c'est qu'on a mis des frontières entre les sports, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les gens qui font du crossfit, qui font du bodybuilding pour eux fonctionnel, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font des programmes d'entraînement, de musculation qui sont obsolètes en réalité. Moi, je te dis juste, Sean, ce que je fais au quotidien. Donc, je ne peux pas me tromper. Je peux avoir tort. Mais je ne vais pas me tromper dans ce que je vais t'expliquer. Parce que je le fais tous les jours. Ok Clément, on est live, comment tu vas? Ça va impec et toi? Très très bien, je te remercie. Bienvenue sur le podcast. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Moi, je m'appelle Clément Marcoux. J'ai une structure dans le sud de la France, exactement à côté de Montpellier, à Palavas-et-Flots. Je suis issu des sports de combat. Mon père, en fait, ils avaient une salle de musculation. Et il venait de la boxe dans ma famille de génération en génération. Et en fait, ils m'ont mis à mon plus jeune âge dans les sports de combat. Et ensuite, j'ai commencé à combattre à l'âge de 10 ans, etc. J'ai baigné donc dans la muscu et dans la boxe. C'est une famille assez sportive. Ouais. Et après, à 19 ans, j'ai rejoint les forces spéciales en France, donc à Bayonne, en première PIMA. Et c'est comme ça que j'ai connu le MMA, en fait. Et à 19 ans, donc après, par la suite, je suis rentré. J'étais un passionné de préparation physique. J'ai commencé à passer un peu des diplômes pour moi-même. Je lisais beaucoup de livres, etc. J'étais un autodidacte. Et à l'âge de 23 ans, donc en 2007, j'ai ouvert ma salle, donc qui était entièrement dédiée au MMA et qui était en fait qui était collée à la salle de musculation de mon père. C'est là où on faisait la préparation physique. Donc, mais il y a 14 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans. Entre-temps, j'ai repris donc les études. J'ai passé un DEGEPS en perfectionnement sportif. Et après, je suis rentré à l'INSEP. J'ai passé un DES spécialisé dans la performance sportive. Et comme j'ai eu de super résultats donc, dans le DES, on m'a encouragé à reprendre un cursus universitaire. Donc, j'ai fait le master à l'INSEP qui est spécialisé dans le sport de haut niveau. Et parallèlement en fait, à mes études, j'avais cette structure donc, de préparation physique qui était passée privée. Donc, du coup, parce que j'avais acheté en fait, des locaux où dedans, j'ai monté une partie MMA et une partie qui était CrossFit. Et voilà. Donc, en fait, j'étais un professionnel, j'étais un étudiant professionnel dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà, grosso modo. Quels ont été les moments marquants dans ta carrière dans les sports de combat jusqu'ici? En fait, j'ai pas eu de moment réellement marquant. J'ai eu surtout la chance de combattre dans toutes les disciplines pratiquement. C'est-à-dire que j'ai combattu en kickboxing, en boxe thaï, boxe anglaise, MMA, jiu-jitsu brésilien, etc. Donc ça m'a un peu... en fait, ça m'a permis de cibler les exigences qu'avaient ces disciplines et leurs différences. La différence surtout entre les sports de préhension et la différence entre les sports de percussion, qui sont complètement antagonistes. Donc c'est un défi pour nous en tant que préparateur physique de préparer... Quand tu prépares des boxeurs ou que tu prépares des lutteurs, par exemple, ce n'est pas une grande difficulté. Mais par contre, quand tu rentres dans le MMA, tu dois être capable de lutter, mais tu dois être capable également de boxer. Et progresser, en fait, physiquement dans les deux disciplines qui sont contraires, parce qu'il y en a une où tu dois générer le plus de vitesse possible, tu dois toucher sans être touché, et l'autre où tu dois attraper et saisir. Et donc, on va dire que c'est des contractions qui sont quasiment excentriques et isométriques, alors que tu en as une qui est pure concentrique. Tu n'as quasiment aucune phase excentrique. Donc, en fait, c'est complètement antagoniste. C'est des sports qui sont tellement éloignés, mais qui se nourrissent entre eux, en fait. Et donc, en fait, voilà, ça m'a permis de cibler, en fait, et d'identifier des problématiques, aussi bien psychologiques, physiques que technico-tactiques, qu'exigeaient ces disciplines. À ton sens, quelle est la discipline qui est la plus dure en termes de préparation physique? Pas dure en termes de, on va dire, la difficulté de l'entraînement en tant que tel, mais la plus complexe pour laquelle tu planifierais des entraînements de préparation physique? La plus dure, incontestablement, on me pose beaucoup la question parce que j'ai plusieurs casquettes, mais la plus dure
il y a plusieurs difficultés. Dans la planification, comme tu dis, je dirais que c'est le MMA, c'est sûr. Ouais. Ça, il n'y a pas voilà. Mais ce n'est pas la discipline la plus difficile. Par contre, c'est la plus difficile dans sa pratique parce qu'elle est chronophage, un peu comme le CrossFit. C'est-à-dire comme il faut une maîtrise technique dans beaucoup de disciplines, et bien, automatiquement, ça demande énormément de temps et d'investissement. Et arriver en fait à cumuler une préparation physique, c'est pour ça que je dis qu'il faut, quand tu fais du MMA, il faut faire du CrossFit. C'est surtout pas, alors que j'ai une boxe de CrossFit, hein, mais parce que c'est deux disciplines qui sont extrêmement chronophages, c'est deux disciplines extraordinaires, mais que tu ne peux pas marier, Sean. C'est deux disciplines qui demandent une telle maîtrise de compétences, ne serait-ce que technique, il te faudrait 3 vies pour tout maîtriser en fait. Ouais, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Le MMA est au sport de combat, ce que le CrossFit est aux différents sports de fitness en général. Exactement, c'est ça. C'est des sports jumeaux, mais qu'ensemble, malheureusement, il faudrait que tu t'entraînes 8 fois par jour. Ce n'est pas possible pour un être humain normal, normalement constitué. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le MMA, voilà, il y a toute cette complexité d'arriver à que la préparation physique ne vienne pas empiéter sur le spécifique. Et moi, qui étais un adepte de l'haltérophilie, je me suis mordu les doigts et j'ai mes performances qui sont descendues en flèche, en lutte. Parce qu'en fait, j'avais cette image. Parce qu'à l'INSEP, quand je suis arrivé à l'INSEP, je te raconterai plein d'anecdotes qui sont intéressantes, mais quand je suis arrivé à l'INSEP, tous les lutteurs faisaient de la... Tout le monde faisait de l'haltérophilie. À l'Est, pareil, moi je suis abonné à plein de pages d'équipes de lutte, etc. Tu les vois au Daghestan, un peu partout. Les mecs, ils font haltéro-lutte, haltéro-lutte. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Dans les pays de l'Est, le RSS, tu le sais aussi bien que moi, haltéro-lutte, on n'en a rien à foutre, ça casse pas, mais tant mieux. Il y en a d'autres qui prendront le relais. Et en fait, moi, j'ai fait ça. Et en fait, je m'aperçois que en fait, je me sentais plus fort psychologiquement. Je me disais, je suis une machine de guerre, hein, mes barres le montent, je vais jeter tout le monde dans l'air à la salle, etc. Mais quand je quantifiais, parce que j'avais des outils de mesure, comme j'avais un cursus universitaire parallèlement, on m'avait appris à mesurer et à quantifier ma progression dans mon spécifique. Donc, quand je faisais, il y a une technique très simple qui s'appelle le double leg, où tu rentres dans les jambes le plus rapidement possible, ou pour amener ton partenaire au sol. Mais je voyais, Sean, au contraire, j'allais moins vite. Quand je boxais, j'avais des accéléromètres au poignet, je voyais que j'allais moins vite. J'avais acheté le Schlagmesser, c'est le seul appareil au monde, qui est à l'INSEP également, qui permet que quand tu frappes dedans, c'est comme à la foire, là, la fête foraine, ça te donne la puissance que tu génères. Puissance orientée forte, on va dire. Hein. Voilà. Ça te donne, tu vois, ça te donne plusieurs données. Et bien, en endurance de puissance et en puissance sur un seul coup, donc à l'instant T, j'étais moins fort aussi. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas normal, attends, je fais tout bien, je fais de l'haltéro, je suis une machine, tu vois, je suis costaud, mais comment ça se fait que je tape moins fort, que je vais moins vite? Tu vois, j'ai commencé à m'interroger. Et après, ça m'a amené vers d'autres directions, en fait. Et ça m'a amené sur d'autres réflexions, sur d'autres pistes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris j'ai compris déjà l'importance du système nerveux. Ça, c'était clair, on le sait, il n'y a pas de problème. Mais j'ai compris d'autres choses après, par la suite. Dont on parlera si tu le veux bien après. Oui, bien sûr. Et donc, à ton avis, à ce moment-là, c'est simplement est-ce que c'était que tu passais trop de temps sur la prépa physique pure et plus assez de temps sur le spécifique de ton sport de combat? C'était ça? Je pense surtout que c'est des disciplines qui sont tellement exigeantes, aussi bien nerveusement. En fait, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à me documenter, je me suis aperçu que le système nerveux, malheureusement, si tu le grillais, tu pouvais le griller pratiquement à vie. Et ce n'était pas des bêtises. Parce que quand j'ai eu la chance à l'INSEP d'avoir 2 professeurs extraordinaires sur la récupération, que je pense que tu connais, un qui s'appelle Yann Lemeur, qui fait beaucoup de publications, et l'autre qui s'appelle François Gosset, partout au Canada maintenant. Et en fait, il nous disait que tu avais des mecs, quand ils arrivaient en surentraînement, qui n'existe quasiment pas, mais quand tu arrives à ce stade-là, des fois, tu ne reviens plus. C'est-à-dire que c'est fini. Clair. Je ne parle pas du surménage, je parle du véritable surentraînement. Et moi, je pense que je l'ai un petit peu frôlé. Je ne suis pas allé jusqu'à là parce que je ne me suis pas grillé, mais je pense que nerveusement, j'ai été grillé parce que comme je faisais des disciplines qui avaient une exigence telle au niveau du système nerveux que ce n'était pas cumulable en fait. Moi, je pensais que dans mes journées de décharge, parce que je déchargeais en termes de volume, mais en réalité, je ne déchargeais pas en termes d'intensité. Pourquoi? Parce que quand je fais du spécifique, comme il dit un peu Frank Bosch, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais comme il dit, le MMA ou la lutte ou le judo, peu importe, c'est des disciplines ouvertes. C'est-à-dire que tu ne dépends pas de tes actions à toi.
Tu dépends du contexte et des actions de ton partenaire. Donc, même si toi, tu vas aller doucement, que ce soit sur des attaques ou sur des défenses, tu vas solliciter ton système nerveux peut-être à son paroxysme sans même le vouloir. Parce que c'est des réflexes, c'est les formes de corps, c'est l'efficience en réalité, parce que c'est ce que tu pratiques tous les jours. Donc toi, tu te dis, ouais, mais je ne force pas, parce qu'il est moins lourd que moi, mais en réalité, tu vas à 2000. Mais tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as créé ces formes de corps, et tu as créé ces ancrages, ces automatismes, ces compétences qui font que tu peux te griller nerveusement très rapidement et ne pas récupérer. Et en plus de ça, comme tu n'as pas parce que c'est là où c'est traître. Parce que quand tu récupères musculairement, et je pense que tu es comme moi, mais le lendemain, tu es un titan, tu es un lion, tu te dis, mais c'est bon, je suis bien, je n'ai pas de combatture, je suis top à l'entraînement, je suis un titan. Et au final, en fait, encore plus. Parce que non seulement il y a 3 facteurs. Le premier, c'est le système nerveux. Le deuxième, c'est les articulations et les tendons qui récupèrent moins vite également. C'est les muscles qui récupèrent le plus rapidement. Mais c'est ça le gros problème pour nous. Et comme on n'est pas tous égaux face à la douleur, et comme malheureusement, on cherche coûte que coûte à inhiber tous ces réflexes préventifs que notre corps dispose avec, je ne sais pas, par exemple, tu vas faire de la cryothérapie. Je donne un exemple. Moi j'ai fait la formation de Bernard Bricot sur la posturologie, tu sais. Tu vas faire de la posturologie pour gagner des performances, par exemple, aussi. Tu vois, où tu vas travailler sur tes capteurs somatosensoriels, tu vas faire comme des éducatifs, en fait, pour gagner, je ne sais pas, 10% par exemple, sur ton développé couché ou sur ton épaulé jeté. À un moment donné, je pense qu'il faut plutôt qu'on s'interroge de pourquoi on ne les a pas, ces 10%. Pourquoi on a des courbatures? Pourquoi on veut... Toujours, on est un peu à la recherche de savoir, on veut inhiber tout ça. On veut inhiber le réflexe myotatique, on veut arriver la véritable proprioception et tous ces réflexes préventifs comme Pacini, Ruffini, etc. On est tous là en train, on a cette fixation en fait de toujours se surpasser, mais au final, s'ils sont là, je pense sincèrement, c'est pour nous aider et pas pour nous desservir. Et si il y a des moments donnés, tu n'as pas de force à l'entraînement, c'est peut-être pour une raison. C'est peut-être que ton corps, il te dit, Clément, va doucement. Tu es peut-être en surménage. Alors, tu as pré-potentiation que tu veux faire là, en faisant un peu de plio ou en faisant de l'électrostimulation pour après derrière charger. Oui, tu vas me freiner parce que tu vas sécréter de l'adrénaline. Tu joues sur un système hormonal aussi. Donc, tu vas sécréter tout ça. Non seulement tu chamboules ton système hormonal, mais en plus, tu viens truquer par des protocoles. Cette prévention, tu l'inhibes tout simplement. Ou en pré-fatigue sur le muscle antagoniste. Et après, derrière, les mecs, ils s'étonnent qu'ils s'arrachent un biceps, qu'ils s'arrachent un dorsal, des fois même sur des mouvements légers. Et parce qu'en réalité, on veut. Mais moi, le premier, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des trucs de fou. Et en plus, que moi, j'étais issu d'une famille qui était contre les diplômes, etc., et qui me disait, je te donne un exemple, à l'entraînement, je n'avais pas le droit de boire pendant 2 heures parce qu'ils disaient que ça renforçait le combattant. Tu vois, des trucs incroyables que maintenant, tu dis ça, le mec. Tu vois ce que je veux dire? On a cet héritage empirique qui est extraordinaire, hein, attention. Extraordinaire, parce qu'ils ont des observations de terrain, etc. Mais tu t'aperçois que j'écoutais à la fois un entraîneur de grappling qui disait quand tu es fatigué, repose-toi. C'est pas un entraînement, le session. C'est pas un entraînement qui va faire la différence. Un entraînement, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, si tu es vraiment fatigué, reste chez toi. Ou viens à la séance, regarde ce qui se passe. Fais de la visualisation. Mais épargne-toi ça. Ouais, c'est un peu comme dans cette mentalité qui se retrouve dans plusieurs disciplines. Je pense au rugby notamment, où il y a cette approche un petit peu old school encore dans certains milieux, à certains niveaux et avec certains coachs, où voilà, la préparation physique rugby, si ça fait pas mal, ça sert à rien. Et voilà, il faut absolument se mettre dans le dur dès le premier jour, il faut que ça fasse mal, etc. Alors qu'une prépa physique, si c'est bien organisé, alors il y a des moments bien sûr où ça doit et ça va piquer, mais il y a aussi des moments où on prépare le corps, on établit une structure, etc. Et il n'y a pas besoin que de la première à la dernière minute, les mecs soient en souffrance pour que le travail soit bénéfique. Exactement. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de beaucoup intervenir sur le rugbyman et en l'occurrence, j'en ai 2 actuellement qui sont professionnels et qui jouent en top 14. Il y en a un qui est à Montpellier, qui s'appelle Vincent Goudicelli, qui est talon, et un autre avec qui j'ai tourné hier, je ne sais pas si tu as vu dans ma story, qui s'entraîne avec moi, qui s'appelle Guillaume Galtier, qui était en équipe de France à l'époque des moins de 23 ans, il me semble, ou moins de, je ne sais plus exactement c'est quoi les catégories en rugby, et qui est à Brive. Et qui joue dans le top 14, donc pareil. Et on en parlait de ça. En fait, ils sont au rugby, c'est un peu no pain, no gain. Tu vois, le rugby, c'est plus ils ont de la carte d'entraînement, plus.
mieux c'est en quelque sorte. Tu vois, ils sont vraiment sur le volume, et déjà que dans les matchs, c'est un truc de fou. Et je vais te dire un truc, parce que tu me parles de ça. Eh bien, tu vois, l'entraîneur de Brive, je pense que c'est un mec brillant, parce que, en fait, Brive, ils ont affronté ma ville, donc Montpellier, avec donc, le joueur que je prépare. Ouais. Et en fait, à la mi-temps, Brive perdait 19-0. Tu me suis bien, ils perdaient 19-0. Ouais. Et à la deuxième mi-temps, ils sont remontés, ils ont gagné 23-22. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 23 points, ils sont remontés 9 points. Et bien, tu sais ce qu'il a fait, l'entraîneur? Il leur a dit, vous prenez une semaine de vacances. Mais ça, c'est un grand entraîneur pour moi. C'est-à-dire que les mecs ont dû se dépasser, ils ont dû se saigner jusqu'au bout, je pense. Tu vois, tu le sais aussi bien que moi, rugby, rattraper 19 points quand tu perds 19-0, rattraper ça, c'est incroyable. Ouais, et surtout que Montpellier, c'est pas une petite équipe. C'est clair. Et bien, ils l'ont fait, le mec, il va être en vacances, il va profiter de votre famille. Et bien, ça, pour moi, ça prouve que le mec, il a de la réflexion sur sa discipline. Il sait que les mecs se sont surpassés et c'est une récompense, un peu comme une carotte, tu vois. Mais, et moi, tu vois, Guillaume est venu s'entraîner avec nous, il était souriant, je pense qu'ils vont refaire des matchs extraordinaires parce qu'ils sont demandeurs, tu vois, de ça. Ouais. Tu as les ressources en bonne énergie, etc. J'entendais un préparateur qui disait, je suis entièrement d'accord avec lui, je ne sais plus son nom, il disait que le plus important, c'est le BPS, c'est le biopsychosocial. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Le contexte est autant important que ce que tu fais à la salle. Ça, c'est clair, net et précis. Le contexte autour de toi va faire la différence. Ça va avoir une incidence significative que sur ton sommeil, que ce soit sur ta capacité à... Je donne un exemple. On mange tous les deux au restaurant. D'accord? Je mange au restaurant. On reçoit tous les deux, comme quoi, nos parents, ils viennent d'avoir un accident. Le repas qu'on vient de consommer, en aucun cas, on va l'assimiler. On est capable même de le rendre par rapport à l'émotion qu'on va générer. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'état psychologique qui fait que tu assimiles ou pas, que tu progresses ou pas. Si, je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'aime bien toujours mettre une anecdote par-ci par-là. Vas-y, un jour, j'ai un combattant qui est à la salle, il y a une dizaine d'années. Il y a un combattant, on s'entraîne et tout. Franchement, le mec, nul. Il arrivait à rien, tu vois. Et je le voyais, je dis, qu'est-ce que t'as? T'es pensif, qu'est-ce que t'es pensif? Il me dit, non, t'inquiète pas, coach, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord, ça va. Et d'un coup, il reçoit un SMS. Il prend le téléphone, il revient, tout souriant, machin, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, il nous prend, il nous jette en l'air à toute la salle. Un lion, d'un coup. Il est passé d'un chat à un lion. Et à la fin de l'entraînement, je vais le voir. Je dis, attends, mec, je te fais ta programmation, je me fais chier et tout. Comment ça se fait que tu arrives d'un état de chat et d'un coup, tu passes d'un état de lion en 2 secondes? C'est quoi ton secret? Il me dit, non, mais en fait, je m'étais quitté avec ma gonzesse. Hein. Elle vient de m'envoyer un SMS. Elle me dit qu'elle veut qu'on se remette ensemble ce soir. Je la vois après l'entraînement et tout. Ouais, j'étais tout. On peut tout quantifier. C'est ça. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et un SMS a fait qu'il a eu. Ses performances sont triplées en l'espace de 2 minutes, quoi. Juste son état émotionnel a changé et ça l'a mis dans un contexte favorable à la performance, tout simplement. Et donc, pour toi, quelle est ton approche par rapport à ce biopsychosocial avec les athlètes que tu suis? Comment est-ce que tu prends en compte toutes ces choses-là? Comment est-ce que tu encourages tes athlètes à être dans le bon mindset ou à faire la part des choses peut-être des jours où ça ne va pas, où ils ont des choses en dehors de l'entraînement qui les tracassent, etc. Comment est-ce que tu gères ça en tant que coach? En fait, ce que j'essaye, c'est de faire un travail en amont, c'est-à-dire de savoir si l'athlète que je prépare, il est prêt à faire ce qu'il faut. Bah, ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réaliser ton rêve et ton objectif? C'est quoi? Voilà, marque-le sur un papier, dis-toi-le, répète-toi-le tous les jours. Parce qu'on veut tous avoir un corps extraordinaire, hein, être beau, magnifique, hein, tu vois. Si moi, je rêverais de ne pas avoir besoin de faire de diète, hein, de ne pas avoir à m'entraîner et d'être magnifique, tu vois ce que je veux te dire? D'avoir le physique de Lazare Angelov à l'époque, sans rien faire, il n'y a pas plus beau, tu vois, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, eh bien, j'essaie de me l'imposer. Alors, c'est bien que tu m'en parles parce que moi, je m'impose beaucoup de défis personnels pour... Ma première base, déjà, c'est montrer l'exemple. Moi, je marche beaucoup à l'exemplarité. Je déteste les coachs. Alors, attention. Hein. Si ta santé te le permet, je dis bien ça. Attention. Quelqu'un qui a 80 ans, un entraîneur de 80 ans, je ne vais pas lui demander de faire l'haltérophilie. Ce n'est pas ce que je dis. Par contre, je déteste les entraîneurs qui ne s'entraînent pas, par exemple. Ça,
C'est inconcevable pour moi. Je dis bien jeune si ta santé te le permet. Si tu as eu un grave accident de la route ou que malheureusement maintenant tu as dû passer à l'enseignement parce que tu ne peux plus t'entraîner, c'est autre chose. Maintenant, si ton corps te le permet et que tu ne t'entraînes pas, moi ça me dérange. Ça me dérange parce que tu connais des protocoles, tu te documentes, tu dois les essayer. Je ne te dis pas d'être un champion du monde, mais au moins tu dois comprendre ce que ton athlète va endurer. C'est pour ça que cette année, j'avais décidé de faire une compétition de culturisme pour étudier le système endocrinien, parce que c'était moi, chaque année, je m'impose un thème d'étude. Cette année, c'était le sommeil, le rythme circadien, et après, le système endocrinien. Et je me suis rendu compte que dans les conférences, ceux qui maîtrisaient le plus ça, c'était les bodybuilders, les culturistes, qui en parlaient le plus, étant donné, mais tu connais les exigences qu'ils ont, parce que le levier dans le culturisme, on n'en a pas 50. C'est la diète, la micro, la macronutrition, après par la suite les aides chimiques. Tu vois. Donc si tu ne maîtrises pas le système endocrinien, tu peux pas. En fait, tu n'affrontes personne quand tu es culturiste. Ouais. Tu vois, tu n'es pas là. L'aspect mental joue très peu le jour J de la compétition. Ouais. Mais par contre, sous ta préparation, si tu ne pèses pas tous tes aliments, si tu n'es pas au millimètre carré, tu ne règles pas tout, parce que ça, c'est une discipline que par contre, c'est la discipline que c'est là où je fais juste un petit témoignage. C'est la discipline la plus dure que j'ai pratiquée. Ouais. C'est la plus facile, tiens-toi bien, c'est la plus facile et la plus difficile. C'est la plus facile parce que faire du développé couché, moi j'en fais pas, mais faire du développé halter, par exemple, au poids que tu veux, faire le nombre de séries que tu veux, mais il n'y a pas plus facile. Personne ne te dit rien. Tu es là, hop, jeune, tu fais ton petit truc, tu fais ta vie. Personne ne t'impose rien. Manger, tu es là, chez toi, tu manges, personne ne t'impose rien. Tu n'as pas un mec qui t'étrangle, au rugby, tu n'as pas un mec qui te plaque par derrière, tu n'as pas un mec qui te met une tape au foot. Non, mais c'est là où c'est difficile. Parce que tu es seul avec toi-même. Et il n'y a que toi qui sais la vérité là, si tu triches ou si tu ne triches pas. Et malheureusement, c'est un sport où tu ne peux pas tricher. Surtout si tu as une génétique un peu comme moi à prendre du poids. Et ça m'a vraiment énormément appris sur moi-même. Ça m'a énormément appris en fait sur le corps humain, comment il réagissait à des régimes extrêmement draconiens sur le long terme, etc. etc. Et ça, mes élèves, ils ont eu, c'est pourquoi je te parle de tout ça, c'est parce qu'ils ont dit, attends, le coach, il a 36 ans, il se fait des régimes de la mort. Tu as vu, je mets un avant-après là, où j'étais grassouillé et qu'après j'étais affûté. Et moi, je leur dis, les amis, tu te plains, toi. Mais moi, je n'ai pas de but. Moi, je fais une petite compète, je n'ai aucun objectif. J'ai 36 ans, c'est fini pour moi. Je le fais pour moi-même, pour vous montrer que c'est possible. Donc toi, arrête, tu as 22 ans, tu as des qualités athlétiques hors du commun. Tu manges des kebabs, tu ne prends pas un gramme. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai des problèmes. Ce matin, je ne me suis pas réveillé. Tu comprends? Et déjà, quand ils voient que toi, tu t'impliques à ce niveau-là, et même que tu joues un peu ta santé, hein, mais là, je me suis rendu compte que vraiment, ça avait une incidence positive sur leur mindset, sur surtout sur leur écoute envers moi, tu vois, et le respect aussi, parce que moi, je me considère un peu comme leur... Je sais pas, j'ai pas de clients, moi, c'est mes élèves, tu vois. C'est mes élèves, c'est mes enfants, en fait, les gens que je prépare, même s'ils sont plus vieux que moi. Et je me dois de leur donner, et tu le sais, tu fais du coaching, on leur donne plus que ce qu'ils nous en demandent, en réalité. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en fait, c'est ça pour moi le plus important. C'est moi, je coach vraiment par l'exemplarité. Montrer qu'on peut le faire, hein, que c'est possible. J'ai des mecs qui sont 10 000 fois plus esthétiques que moi, plus forts que moi, plus puissants, plus endurants, tout ce que tu veux. Mais j'essaie de leur montrer que moi, à mon humble niveau, mais je peux aussi tous les jours m'entraîner, m'imposer un rythme. Et même avec mes coachings, je peux te dire qu'à un moment donné, j'avais fait cette terrible erreur de je me focalisais qu'à coacher les autres, mais je ne me coachais plus. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, à s'être délaissé et au profit des autres. Et ça, c'est une terrible erreur. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit un petit peu égoïste et qu'on se prépare nous aussi pour être, même psychologiquement, ça peut être que bénéfique. Hein, parce qu'on est bien dans notre peau. Et donc, le message qu'on va retransmettre à nos élèves ou nos athlètes, peu importe, et bien en fait, il va être plus bénéfique. Donc voilà comment je fonctionne. À ton avis, on reste dans ce monde du BPS, quels sont les aspects les plus négligés à ton sens à l'heure actuelle, les aspects auxquels les gens ne portent pas assez d'attention? Tu veux dire des domaines, dans des domaines, tu veux dire, comme l'alimentation, le sommeil? Voilà, tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement, essentiellement. Bon, alors, ça dépend des disciplines. Hein. Ça dépend vraiment de la discipline. On va dire que, alors, MMA, rugby, boxe, là, je parle de ce que je connais. Bon, le truc qu'ils négligent tous, mais que personne ne connaît, que tout le monde s'en fiche, c'est le sommeil. Alors là,
Tout le monde en a rien à foutre. Les mecs, ils dorment quand ils dorment. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est tout. Le roi des séries, roi de Vikings, s'il se couche à 3h du mat, il se couche à 3h du mat. Bon, ça, c'est vraiment l'aspect. Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé à l'étudier que même en préparation physique, tout le monde, plus ou moins, s'en fout. Maintenant, on commence à en parler un petit peu, mais on met quasiment tout avant le sommeil alors que c'est le plus important, avec la respiration, bien entendu. Mais si tu ne dors pas, tu ne progresses pas. Voilà, tu ne peux pas. Et c'est comme ça, c'est physiologique. L'importance du sommeil, c'est comme ça. Maintenant, le sommeil numéro 1, et le deuxième, moi, le gros problème que j'ai avec les combattants, les rugbyman, les footballeurs, etc., c'est la nutrition. C'est catastrophique. Mais réellement, hein, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, comme c'est des catégories de poids dans les sports de combat, les gens se délaissent totalement après. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à leur poids, j'ai beaucoup de combattants qui reprennent 15-20 kilos, tu vois, très facilement. Qui sont 15-20, surtout à MMA, mais qui sont 15-20 kilos au-dessus de leur catégorie. Mais pas 15-20 kilos, ils ne reprennent pas 15-20 kilos avec un objectif précis. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une prise de masse pour gagner un muscle, Shane. Ils vont manger des pizzas, tu vois ce que je veux dire, c'est du laisser aller. Voilà, tout simplement. Et quand on leur donne une date, c'est à ce moment-là qu'ils amorcent. Alors qu'en réalité, juste après un combat, et ça je l'ai appris vraiment grâce au bodybuilding, les bodybuilders professionnels, ils font une compétition, et l'après-compétition est aussi important que la prépa de la compétition. Et c'est le seul sport où j'ai vu ça pour l'instant. C'est-à-dire que quand j'avais mon préparateur qui était un Canadien, qui s'appelle Larry Vinette, qui était un élève de Charles Poliquin, et qui me disait, Clément, le plus important, c'est les 3 semaines après ta compète. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se recharge et que la prise de masse que tu vas effectuer, elle soit le plus bénéfique possible pour entamer une préparation derrière, par la suite, qui soit encore plus bénéfique et qu'on parte sur de meilleures bases. Mais ça, tu ne peux pas l'expliquer à un combattant, c'est impossible. Il gagne, il va faire la fête, ce qui est logique. Hein. Moi aussi, j'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire après ma prépa. Mais de suite, je me suis remis dans le droit chemin et de suite, j'ai entamé on va dire, une période de pré-préparation, tu vois, comme une saison off, mais avec un travail vraiment axé sur l'assistance et un travail prophylactique, tu vois. Je me lève avec l'hypertrophie, hein, mais je ne l'ai pas négligé, cette partie-là. Alors qu'avant, c'est sûr et certain, en plus je suis un gros gourmand, donc c'est sûr et certain que je l'aurais négligé. Pourquoi? Parce que dans les disciplines dans lesquelles dont je venais, c'est un aspect qui est négligé, qui n'est pas négligé en prépa, bizarrement. C'est-à-dire que pendant toute la préparation, jusqu'au cutting, tu as des mecs qui sont quand même, qui ont de la réflexion, qui vont jouer sur l'aldostérone, etc., qui vont jouer sur des recharges hydriques après à la pesée, etc. Ça, on l'a étudié. On l'étudie parce qu'en MMA, on veut performer. Bah, attention, on l'étudie surtout du côté américain. Maintenant, il y a quelques Français qui commencent à le maîtriser, mais voilà. Mais on ne le maîtrise pas comme les bodybuilders, bien entendu. Maintenant, oui, on commence. Mais attention, la recharge que tu peux retrouver en culturisme n'est pas la recharge que tu vas retrouver en MMA. En MMA, tu dois performer le jour J. En culturisme, tu dois être beau le jour J. Quitte à avoir les jambes qui tremblent, quitte à avoir des crampes. Sans en MMA, tu ne peux pas te le permettre. Donc, en fait, c'est aussi complètement contraire. Donc, c'est vachement intéressant d'étudier les deux. Mais ce que je te dis, voilà, c'est les deux aspects sur lesquels, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le plus gros travail à effectuer, c'est le sommeil. Mais ça, pour moi, je le mets hors catégorie parce que je pense que ça sera le futur de la préparation physique en tant que coach. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y intéresse de plus en plus. Tu as vu, maintenant, il y a les bagues Oura, etc. Maintenant, tu mets ta bague, tu mets tes bracelets, ça t'étudie ton sommeil, etc. Après, tu as des mecs qui sont arrivés, qui ont commencé à parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, où ils vont commencer à étudier pour voir si les mecs n'étaient pas en surentraînement, etc. Donc, on va dire, dans des directions qui sont un peu l'héritage. Ça, c'est quand même très universitaire, tu vois. Donc, à MMA, les prépas ne sont pas très universitaires encore. Hein. Il y a encore, c'est quand même une prépa très rude, tu vois, un peu comme le rugby, très, très difficile. On est un peu old school de ce côté-là. Même si c'est le MMA dans les sports de combat qui était le plus moderne en réalité aux États-Unis, sur la prépa physique, parce qu'on voyait les circuits training, je ne sais pas si tu regardais un peu, mais beaucoup de circuits training, etc., avec de l'haltéro qui s'apparentait pour CrossFit. D'ailleurs, il y a un WOD qui s'appelle Fight Gone Bad qui a été fait pour BJ Penn, un combattant. Ouais, je me rappelle de donc, celui-là. En fait, donc voilà, et c'est la nutrition. Et après, bien sûr, c'est pas faire de la quantité, mais faire de la qualité. Tu vois. Et le jour où, parce qu'il y a un gros problème en prépa physique aussi. Si je te parle en tant que là, on parle en tant que professionnel.
C'est-à-dire que j'oublie que toi et moi, on est des passionnés. Là, on parle en tant que professionnel, on parle en tant qu'universitaire, on parle en tant que personnes qui vont tout observer. Il y a un gros problème de la préparation physique du MMA. Ça, c'est clair et net. Les gens font pour faire. Ils ne font pas pour progresser. Ils font pour se fatiguer. Et ça ne peut plus durer. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que les mecs en face de toi font pareil que toi. Il faut qu'ils rincent leurs combattants. Donc toi, tu rinces les tiens. Et au final, tu vas prendre des mecs qui sont un peu fatigués, un peu machin. Tu vois ce que je veux te dire? Ça tient. Mais quand tu commences à avoir des athlètes outre-Atlantique qui commencent vraiment à avoir certains prépas, une certaine réflexion, là, ça va avoir une incidence. Alors attention, le MMA, c'est très particulier. Tu le sais, c'est un sport de combat. L'aspect mental, et je ne parle pas de l'aspect psychologique, le fait que tu t'entraînes ou que tu ne t'entraînes pas, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la volonté. Mais tu as des mecs, dans une cage, ils ont cette capacité à se transcender. Ils ont une capacité à élever leur niveau qu'on n'arrive pas trop à l'expliquer, tu vois. Enfin, on a des pistes, hein, mais on n'arrive pas trop à l'expliquer. Même avec les neurosciences, c'est compliqué. Tu as des mecs, on en a connus. Moi, j'en ai plein à la salle. Ils sont très forts à la salle. En combat, tu ne les reconnais plus. L'enjeu les anéantit, tu vois. Oui, et ça aussi, c'est... Et tu le vois aussi dans d'autres sports. Je me rappelle, il y a des haltérophiles, notamment quand je faisais de la compète et que je suivais pas mal ce monde-là. Il y a des gars qui te soulèvent des barres à l'entraînement qui sont incroyables et qui valent rien sur une plateforme. Et tu as le contraire aussi. Tu as les mecs qui lèvent à l'entraînement et ils savent, je me rappelle, c'était Wilkes, il me semble, qui était un super un poids lourd aux États-Unis. Il levait pour les États-Unis un gars avec une barbe et des cheveux longs. Et il disait, ben voilà, moi je sais que si je fais, je sais pas, je dis un truc au pif, mais si je fais 190 à l'entraînement, je suis bon pour 200 en compétition. Et il n'aurait jamais touché 200 à l'entraînement, mais il savait que sur la plateforme, il avait 5-10 kilos de plus à chaque fois. Et il savait, et surtout, à la différence de moi, c'est que moi, j'aurais essayé de faire 200 et lui, il les faisait. Ouais. Tu vois la différence? Ouais. Voilà. Moi, je suis arrivé en compète, j'aurais essayé, je me suis dit, bon, chef, j'essaye de tenter les 200. Lui, non. Lui, il les aurait fait. Ouais. Tu vois, la différence, elle est énorme. Entre essayer et faire. Et moi, je suis un peu comme ça. Je pense que je suis bien mieux à l'entraînement qu'en combat, par exemple. Et je m'en suis rendu compte très rapidement. C'est pour ça que je suis allé dans l'enseignement très rapidement également. À 23 ans, j'ai pris c'est très jeune, 23 ans, quand tu pratiques. Mais j'ai pris la décision d'enseigner aussi. Tout en continuant à faire des petits combats. Tu vois, je fais des petits combats de grappling quand ça va revenir. Je ferai sûrement un dernier combat de MMA. Et voilà, tu sais, je me fais plaisir. Mais c'est pour moi-même. Mais je pense que je n'avais pas le mental. J'avais pas le mental qui m'aurait permis d'aller à l'UFC, par exemple. J'avais des qualités athlétiques parce que je suis explosif, que j'avais du punch, que j'avais quand même de la réflexion sur ma pratique. Donc, je pouvais être stratégique, mais je n'avais pas cette ténacité que d'autres combattants vont avoir, tu vois. Moi, je sais que mon associé en combat, il faut le tuer. C'est-à-dire que si tu l'as sur une clé, il y a de très fortes chances qu'il ne tape pas. Moi, tu m'as sur une clé, j'abandonne. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Tu as des gens comme ça, le jour J, ils sont plus forts. Voilà. Tu peux pas. C'est bizarre parce que le mémoire que j'ai fait quand j'étais à l'INSEP, c'était sur ça. C'était sur les habilités mentales dans le MMA. En fait, qu'on devait identifier. Et ça m'a apporté beaucoup, hein, ça m'a appris beaucoup, mais j'ai quand même pas trouvé la solution. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont trouvé la solution. Je sais que j'avais beaucoup vu les travaux de Berthoz, tu sais, le sens du mouvement, etc. Ce livre extraordinaire où il parle de l'anticipation, de l'intention, mais ça rejoint Franck Bosch, hein, ça rejoint Mathieu Boulet, ça rejoint un peu tout le monde. Mais au final, tu fais un Conor McGregor. Hein. Tu vois ce que je veux te dire, hein. C'est où tu nais Conor, moi, selon moi, hein, maintenant. Où tu es un Conor et tu as cette capacité à ne pas trembler le jour J et à mettre le coup au moment où il faudra le mettre. Et après, oui, certainement, tu peux t'améliorer, c'est sûr. Mais je ne pense pas que toi et moi, même si on fait tout ce qu'il faut, même si on quantifie tout ce qu'il faut, je ne pense pas qu'on courira aussi vite que Usain Bolt. Tu vois ce que je veux te dire? Même si lui ne se serait jamais entraîné. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à un moment donné, comme c'est mon prof... Excuse de te couper. Ce qui me sidère, c'est... Tu sais quoi, finis ta pensée, j'enchaînerai après. Mais j'avais un prof qui avait écrit un F-cadeau, je ne sais pas si tu perds le français, un grand préparateur.
Et en fait, il disait que si la petite fée, bon, lui parlait des sprinters, si la petite fée n'est pas passée, te passer la petite poudre quand tu étais bébé, c'est pas moi qui aurais. Il n'a pas de souci à se faire, Usain Bolt. Hein. Tu peux me faire la programmation que tu veux. Hein. Tu peux même s'arrêter, manger des couilles, des McDo pendant 6 ans, plus faire de sport. Il peut même me laisser 30 mètres, je ne ferai pas grand-chose, tu vois. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Comment tu veux faire? Il y a cet aspect-là, ce qui m'a toujours sidéré chez ces. Tu as parlé de McGregor, je pense aussi à Elia Ellen dans l'haltérophilie, des gars qui ont c'est même pas une confiance en eux qui est disproportionnée, c'est une absence complète de doute par rapport à leur capacité dans leur sport de prédilection. Ils sont sûrs, mais à 100%, il n'y a pas une ombre d'un doute par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, je pense que c'est une qualité que je vois dans ces grands champions et qui me fascine parce que pour moi, tout humain a des doutes, tu vois. Mais il semblerait qu'il y a des gars comme ça qui arrivent à… Ils foncent droit devant et il n'y a absolument rien qui peut les arrêter tellement ils croient en eux-mêmes et en leurs compétences et en leur capacité à faire le travail, quoi. C'est ce qu'il faut se dire, Sean, c'est que il y a 6 ans, il était plombier, McGregor. Mais tu vois, je ne sais pas si tu te rends compte. Il aurait pu venir chez toi te réparer ton lavabo. Mais non, mais c'est une histoire incroyable. Mec, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, je veux dire, c'est un tout, tu vois. Tu sais, là, je regardais, il y a une semaine, je m'étais repassé une conférence de Berthoz. Donc, ce grand neuroscientifique français, c'est un ponte dans la neuroscience. Et donc, je relisais mes trucs de posturologie, etc. Et où il te parle toujours de l'intention, les capteurs, etc. Et à un moment, Berthoz, il anéantit tout. Berthoz, à un moment donné. Il dit, mais un joueur de tennis, c'est pas l'œil qui voit la balle sur un service. L'œil, il n'a pas le temps de voir la balle arriver à je ne sais pas combien de kilomètres heure. Il dit, c'est le cerveau qui crée des scénarios. Le cerveau, il anticipe. Au même titre qu'un combattant, qui est un voyant en réalité, quand il esquive un coup. Tu comprends bien que… Sinon, il esquiverait tous les coups. Si ça serait que nos capteurs qui rentreraient en compte. Un mec donc qui a une belle vision, il pourrait réitérer ça pendant tout le combat. Mais tu n'en as aucun qui arrive à réitérer. Ils vont esquiver à l'instant T. Et après, ils vont réussir, peut-être 5-6 minutes après, à refaire ce choix-là. Et McGregor, quand il met ce fameux KO à José Aldo, c'est quelque chose qui drille juste avant dans le vestiaire. Et en fait, il se le visualise, ça. Il se l'anticipe, cette action. Et cette action se reproduit au moment du combat. Il ne fait pas de retrait, il touche avec le gauche. Même endroit, même moment, même pas de retrait, même timing. Parce qu'il a anticipé l'action. Il n'a pas vu l'action, c'est pas vrai. Et comme il dit, c'est une question de timing. Il lui explique avec le timing. Et là, Berthoz le dit. Quand un joueur de tennis au service voit la balle, il anticipe une trajectoire. Quand un skieur descend en baisse, il anticipe, il a déjà visualisé son parcours. Il n'a pas le temps de se dire hop, en fait, finalement, il faut que je tourne peut-être à droite. Non, mec, t'arrives à je ne sais pas combien de kilomètres heure, tu ne te dis pas, Valentino Rossi qui est sur sa moto, il ne dit pas, mais il faudrait peut-être que je mette un petit coup de volant. Non, à un moment donné, il y a des choses qui, comme dit lui, en quelque sorte, ça, comme tu dis, ils ont le truc que les autres n'ont pas. Et que si on arriverait à l'expliquer et qu'on arriverait à l'identifier, tout le monde serait comme eux. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux 4 coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Non, eux, non,
Et dans ce que tu dis là, c'est des visionnaires et comme tu as dit, c'est des reconnaissances de, de schémas, en anglais je dirais patterns, donc des patrons, mais ça ne joue pas trop en français, donc voilà, des enchaînements, comme tu as dit, des situations que tu as déjà vues avant. Et ça me fait penser à ce livre de David Epstein, si je ne me trompe pas, qui s'appelle en anglais The Sports Gene, le gène sportif, s'il y a une traduction en français. Et il parle des joueurs de baseball et comme quoi les meilleurs joueurs de baseball n'arrivent pas à taper des balles venant de lanceurs qui lancent différemment que les lanceurs sur le circuit de baseball. Donc, on parle de softball, par exemple. C'est un lancer qui est différent avec un bras qui fait un petit peu le moulin, si on veut. Et ils n'arrivent pas à taper ces balles-là, même si elles vont beaucoup plus lentement que les balles de baseball, parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître le mouvement en avance comme ils reconnaissent celui d'un lanceur typique, on va dire. Non, mais complètement. Après, c'est sûr qu'il y a des formes de corps. Nous, en grappling et en lutte, on n'appelle pas les formes de corps. En réalité, c'est la véritable proprioception. C'est-à-dire que tu développes une proprioception, en réalité, dans ta discipline. Et que ça crée des anticipations et des scénarios, tu vois. C'est-à-dire que ça te permet de te retrouver dans l'atmosphère. Tu sais, quand il y a cette fameuse vidéo, quand tu parles de la proprioception, où tu vois un mec faire une retourne acrobatique, il ne voit pas la cage. Ouais. Il ne sait pas où elle est, la cage. Mais tous ces capteurs somatosensoriels lui permettent de mettre le ballon dans la cage. Pourquoi ? Parce qu'on a cette capacité, parce qu'on le drill, parce qu'on le travaille, parce qu'on l'exécute, parce qu'on l'anticipe, parce qu'on la visualise. En MMA, c'est pareil, en foot, c'est pareil, en rugby, c'est pareil, etc. Tu vois bien, tu as des mecs amortis, la cage est là-bas, il ne sait pas où sont placés les deux joueurs derrière. Il les ressent, il les anticipe. Et après, avec cette intention, on le voit sur l'intention part. Il y a le côté physique, donc le côté inter-musculaire, et après tout ce que ça découle. Mais il y a une partie qui est contextuelle aussi. Il y a une partie qui est proprioceptive, mais qui est contextuelle, car le contexte et l'environnement qui est autour de toi. Et bien, tu as des joueurs comme Zidane, par exemple, qui n'était pas le plus rapide, qui n'était pas le plus explosif, etc., mais qui visualisait, qui anticipait. Ouais. Et les yeux derrière la tête. Exactement. Et toi, tu peux faire les prépas que tu veux, tu peux travailler ta technique de pied comme tu veux. Tu peux pas, parce que, comme tu dis, ils font pas le. Tu sais, j'ai la chance d'intervenir sur la préparation d'Andy Delors. Andy Delors, c'est un joueur de foot qui est international algérien, qui joue à Montpellier, qui est un attaquant à Montpellier. C'est lui, cette année, qui a été enregistré en Ligue 1 le plus rapide de tous les joueurs. Donc, même devant Mbappé, c'est lui qui a fait la plus grosse pointe de vitesse. Et il a joué contre Neymar. Et je lui dis, alors Neymar, c'est lui qui s'est disputé avec lui, tu sais, à un moment, ils se sont embrouillés dans les vestiaires. Bon. Et je lui dis, alors Andy et Neymar. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, Clément, il ne fait pas le même sport que nous. Je lui dis, comment ça, il ne fait pas le même sport que toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es joueur professionnel, tu es international. Il m'a dit, Clément, il ne joue pas le même foot que nous. C'est pas pareil que nous. Il m'a dit, il flotte. Il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer. Il ne fait pas le même sport. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que malheureusement on ne maîtrise pas encore. Alors oui, on a des hypothèses, tu vois. On a des pistes de réflexion, bien entendu. Mais ça n'explique pas tout. C'est pas en faisant des drills, c'est pas en faisant de la visualisation, c'est pas en faisant des éducatifs où tu vas faire ça comme en posturologie. Non, oui, bien sûr, ça va t'apporter. Tu vas être un meilleur toi-même. Mais tu ne vas pas réaliser avec Zinedine Zidane. Là encore, toi et moi, si on se prépare, il peut arrêter des années, Zidane. On ne lui fera pas de soucis. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, parce que mais il faut être conscient de ça. C'est pour ça que quand je prends un combattant, déjà, j'analyse sa morphologie. Parce qu'il y a des leviers, tu sais. Moi, je suis... plus j'avance, alors c'est le paradoxe. Hein. Je ne sais pas si tu connais Delaguier et Michael Gundil. Ça te dit quelque chose? Oui, Michael Gundil et Frédéric Delaguier. La méthode Delaguier, etc. Bon, c'est des livres de musculation où ils parlent de morphologie, etc. etc. Et plus j'avance dans mon expertise, plus je reviens à leur bouquin à eux que c'est la base de la base. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'ils avaient raison depuis le début. C'est-à-dire que tous les leviers, moi, je me suis entêté. Moi, j'ai un physique de squatteur. Je n'ai pas un physique de mec de soulevé de terre. Je fais 1m72, 90 kg. J'ai des jambes courtes, des grosses cuisses. Tu vois, j'ai des bras courts. Donc, tu as compris. Je fais que pousser quand je fais du soulevé de terre. Je n'ai pas les bras longs, etc. Et en fait, ça, en lutte,
ça se transfère. C'est-à-dire que je pars vite dans les jambes, je passe vite dessous, bon, je fais tomber les mecs avec des techniques de petits, tu vois. Et en fait, plus je suis rentré dans cette spécificité, plus j'ai progressé. Tu vois, alors qu'avant, je m'entêtais à me dire, non, non. En fait, le problème, là, je coupe et je passe à un autre truc, mais Vas-y. je vais juste faire un parallèle pour que tu comprennes. Le problème du CrossFit, ça a été quoi? C'est parce qu'on a dit, tu dois être capable de faire tous les mouvements. Mais c'est pas parce que tu peux qu'il faut. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas parce que tu peux faire un overhand squat qu'il faut faire des overhand squats comme un taré. Parce que peut-être tu n'es pas fait pour performer. Je dis pour performer. Je dis pas pour exécuter. C'est autre chose, ça. Moi, je connais beaucoup de techniques en lutte. Je connais les souplesses en lutte. Maintenant, moi, je suis un petit de taille. Les grécos, donc les gens qui font la lutte gréco-romaine, ils sont souvent longiligne par rapport aux mecs de la lutte libre. Pourquoi? Parce que tu t'aperçois qu'à haut niveau, il y a un tri. Comme les mecs qui sont forts au terre, tu verras, ils ont quasiment tous la morphologie. Alors bien sûr, tu as toujours un type qui fait exception à la règle, mais en général, c'est tous les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, en lutte, c'est pareil, c'est souvent des petits crapus, ou en gréco, des longélignes. Voilà, c'est comme ça, parce que les leviers, quand tu soulèves un mec, c'est plus facile de lever un petit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'accroches au haut du corps, mais si tu es plus grand, à peine tu fais ça, tu lui lèves les jambes. Moi, toi, tu es plus grand que moi sûrement. Si je te soulève au tronc, mais je ne te soulève pas. Tu es plus grand que moi, tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi en gréco d'aller chercher un grand. En gréco, c'est parce que tu n'as pas le droit d'attraper les jambes. Tu dois faire tomber qu'avec le haut du corps. Et en fait, à partir du moment où j'ai repris en considération ces leviers biomécaniques, et donc ces points forts et ces points faibles, et bien là, j'ai tout changé mon cheminement. C'est qu'après, j'ai fait comme une toile d'araignée, en fait, où j'ai joué sur le morphotype, mais il fallait que le morphotype, la morphologie soit en adéquation aussi avec le schéma technico-tactique que mon élève allait prendre. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que si ce soit un petit de taille crapu, il ne fallait pas qu'il boxe comme Mohamed Ali, de loin, avec les mains en bas, tu vois, etc. Au contraire, il fallait qu'il boxe à la taille zone. C'est-à-dire qu'il casse la distance, qu'il arrive, lui, à imposer sa distance à lui, tu vois. Et en fait, c'est comme ça, parce que comme c'est un sport où la technique est quand même extrêmement importante, il fallait que les techniques dans les... Alors souvent, c'est souvent bien fait le sport. Souvent, on se dirige, sans le savoir, vers les techniques où on a le plus de facilité. Mais c'est comme ça, tu vois. Bon, mais voilà, si admettons, mais ça t'es un aide. bon dribbleur, mais... Ça aide quand même beaucoup si tu en as conscience. Comme tu l'as dit, c'est analyser la personne, Exactement. le corps qu'il a, les outils qu'il a en fait, et ensuite appliquer le schéma qui va lui permettre on va dire, de bénéficier le plus possible de ce qu'il avait pour commencer. C'est pour prendre un parallèle sur un sport d'équipe, par exemple, le rugby, parce que je connais bien le sport. Si tu as une équipe si tu essayes de mettre en place un plan de jeu qui te demande énormément de mouvements, mais que tu n'as pas les mecs les plus fit, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tu as peut-être des mecs qui sont super techniques et qui peuvent jouer dans les petits espaces et il n'y a pas besoin de faire des grands allers-retours. Et donc, faut vraiment regarder ce que tu as comme carte, en fait. Il faut regarder ta main et il faut essayer de jouer avec ta main. Il ne faut pas essayer de jouer la main d'un autre. Exact, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, c'est pour ça que je leur explique que, moi je prends un exemple, je suis un explosif. J'ai jamais eu de cardio. J'ai jamais eu d'endurance fondamentale ou des capacités d'aérobie hors du commun, tu vois. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de dire, alors pendant des années, je me suis entêté, attention. Mais du assaut bike, j'allais courir des heures, je me disais ça y est, je comprenais pas. J'avais des mecs, ils s'entraînaient quasiment pas, ils avaient meilleur cardio que moi. Bon. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là où j'ai progressé le plus, premièrement, c'était sur ma gestion d'effort. Ça, c'était la première chose. Mon intelligence, en fait, pendant les oppositions. Et ensuite, il y avait un combattant à l'UFC qui s'appelait Mark Hunt. Et j'avais comptabilisé tous ses coups. C'était un gros, tu vois, un petit gros, un très bon boxeur. 1m78, un poids lourd, mais gros, tu vois. Et il faisait des 5x5 avec les mecs. Je me dis, comment il fait ce mec? Et j'avais commencé à comptabiliser les coups. Et je m'étais aperçu que toutes les 20 secondes, il mettait un enchaînement. Bam, bam, deux coups. Bon. Et hop, après, les bras en bas, il se relâchait. Bam, bam, deux coups, tu vois. En fait, il avait cette capacité, parce que comme il est explosif, il avait cette capacité à réitérer cette puissance. Et sûrement, avec son préparateur, ils avaient réussi à identifier le nombre de fois qu'il pouvait réitérer cette puissance au sein d'un round, tu comprends? Sans se cramer, donc, en fait, sans se cramer. Ça a tout changé Voilà, ça a tout changé en fait dans ma vision. Je me suis dit, voilà, tu ne vas pas t'entêter. Tu vas essayer de gagner bien sûr l'endurance force parce qu'il ne faut pas que tu titanises, parce que ton jeu c'est de coller. Mais par contre, il faut que tu sois capable de réitérer cette puissance. Alors pourquoi pas dans des phases d'action,
arriver à descendre l'intensité pour après remonter. Et ça m'a fait créer des méthodes, en fait, qui étaient adaptées pour des profils comme moi, qui sont plus force-vitesse, tu vois. Et après, ceux qui étaient plus endurance de force et endurance fondamentale, je leur augmentais le volume. J'ai dit, toi, profite-en. Tu as cette capacité à mettre un rythme élevé sur ton adversaire. Tu as cette capacité à produire pendant le combat. Produis, habitue-toi à produire. Parce que toi, tu récupères mieux que nous. Et toi, tu peux nous saouler et nous imposer un rythme, comme c'est une discipline ouverte, et nous imposer ce rythme que nous ne serons pas capables de tenir. Ouais, c'est Et un en peu. fait, c'est à partir de là que j'ai tissé de mes toiles d'araignée. Vas-y, continue, j'enchaînerai C'est après. comme ça, en fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai. Parce que je mets pas mal de toiles d'araignée dans mes stories, c'est pour ça que j'explique ça. Et en fait, j'ai tissé plein de petites toiles d'araignée qui ont l'air illisibles, mais dans lesquelles moi je me retrouve, tu vois. Et en fait, voilà, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai lié le morphotype, bien entendu, parce que les endomorphes, on pourra me raconter ce qu'on veut, mais j'ai toujours fait le parallèle de toutes les observations de terrain que j'ai fait. Mais les endomorphes, pour 90% que j'ai pu observer, donc les types N3, eh bien, ils étaient souvent explosifs et ils avaient des capacités pour les sports de force. Les ectomorphes, ils avaient des capacités pour les sports d'endurance. Et souvent, les combattants qui étaient ectomorphes, je m'apercevais qu'ils avaient souvent un bon grip et surtout, ils avaient cette capacité à produire du volume, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment observé ça sur le terrain. C'était vraiment une réalité. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas de force, parce qu'ils pouvaient le travailler. Comme je dis, il y a des mecs après qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont les deux en même temps, qui ont cette capacité, comme Guillaume, là, Galtier, le rugbyman, que non seulement il est explosif, non seulement il est fort, non seulement mais en plus de ça, il est endurant. Tu vois, il arrive à réitérer tout ça, et en plus, il arrive à tenir un match. Donc en fait, tu as des mecs après que. Mais c'est eux qui performent, quoi. C'est les mecs qui sont plus que nous, malheureusement. Donc à nous de trouver des astuces pour essayer de se rapprocher d'eux, tu vois, et de trouver comme des raccourcis, en quelque sorte. Parce que moi, malheureusement, je me suis aperçu aussi vite que je n'avais pas la capacité à supporter une charge d'entraînement considérable. Donc il a fallu que j'adapte mes séances. Alors, je pense sincèrement, par contre, que je suis indestructible. Ça, par contre, j'en suis quasiment sûr. Parce que je jure que je suis incassable. Je pense sincèrement, je touche du bois. Parce qu'avec les entraînements débiles que j'ai pu faire, sans boire, sans manger, en faisant n'importe quoi à l'époque, mais n'importe quoi, en luttant avec des mecs qui faisaient 40 kilos de plus que moi, je n'ai jamais été blessé. Jamais, jamais. C'est-à-dire que j'ai eu peut-être des mini-entorses, mais des trucs nuls. Alors que j'ai tous des mecs que je connais pratiquement que c'était un MMA, ligaments croisés, nez pété, genoux, tibia fracturé, entorse, comment on appelle ça, des conflits sous-acromial, etc. En voiture, voilà, des genoux qui se déboîtent, des épaules qui se déboîtent, des problèmes au niveau de la ceinture pelvienne, etc. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Et bien, franchement, moi et mon associé, on touche du bois, on n'a jamais rien eu, tu vois. Pourtant, surtout moi, moins lui. Mais surtout, moi, j'ai vraiment fait des choses très approximatives, pour ne pas dire complètement débiles, quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'ils reproduisent ce schéma-là, tu vois. Et parce qu'il y a une part de chance, il faut le dire, dans le sport. Il y a quand même une grande part de chance, je pense, sincèrement. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé de ne pas avoir eu d'accident, c'est quand même un peu miraculeux. Donc après, derrière, maintenant, c'est sûr que si je referais le con comme j'ai fait quand j'étais jeune, ça ne me pardonnerait pas parce que je récupère moins vite. Aujourd'hui, ma charge d'entraînement, c'est 2 séances par jour. Les 2 séances n'excèdent jamais 1 heure, tu vois, par exemple. Voilà. Je quantifie tout maintenant parce que je sais très bien que je récupère beaucoup moins vite, malheureusement. Je ne sais pas si pour toi, je pense que c'est pareil. Quand j'avais 18 ans, je pouvais m'entraîner n'importe comment, j'ai l'impression que même pas manger, pas dormir, bref, je récupérais. Là maintenant, hier, j'ai lutté avec les potes. J'ai l'impression que je suis en fauteuil roulant là. Tu vois, je ne peux plus bouger. Dis-toi que ce matin, ma séance, je devais faire une grosse séance de jambes. J'ai fait fessier-mollet, comme les gonzesses, tu vois, et un peu de. Voilà, j'ai vraiment, j'ai fait une séance super safe parce que je pensais que j'aurais la force de faire une grosse séance de jambes. J'ai fait fessier, qu'un travail d'isolation et un travail d'assistance. J'ai rien fait Et donc, ça, quand tu as comme tu dis, quand tu as quand tu arrives à prendre conscience de tes points forts, de tes points faibles, et si tu arrives à prendre conscience de ça jeune, tu pars avec un avantage qui est stratosphérique. Alors, ça peut être toi qui arrive, c'est le mieux, si c'est l'idéal. Mais si c'est ou ton coach qui arrive à te faire prendre conscience de tes capacités. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour tes combattants entre le travail technico-tactique de leur sport et la prépa physique à proprement parler?
Ça dépend le niveau qu'il a, en fait. Un débutant, ça sert à rien la prépa physique en MMA. Pratiquement pas. Très peu, tu vois. Voilà. Parce qu'il va... En fait, le problème, c'est que ce que je lui dirais de faire, un débutant, quand il vient avec moi, je lui fais faire quasiment qu'un travail prophylactique. Avec un peu d'hypertrophie. Si vraiment il a le corps d'un vélo, quoi, tu vois, s'il n'a pas de physique, bien entendu, je vais le faire en développement. Mais il faut qu'il se concentre sur le spécifique. C'est-à-dire que gros volume. Gros volume. S'il veut performer, je parle, attention, on parle pour quelqu'un qui veut performer. Je ne parle pas pour quelqu'un qui fait ça en loisir. Ça, c'est autre chose. Quand tu dis gros volume, ça représente quoi sur une semaine? Ah, ça représente un nombre de séances, minimum 2 séances par jour de spécifique. Et après, 2 séances par semaine de prépa physique, ça lui fait 12 séances par semaine, minimum. Ça, c'est le minimum parce qu'il faut qu'il soit bon en lutte, il faut qu'il soit bon en grappling, il faut qu'il soit bon en boxe. Il va falloir qu'il travaille. Sincèrement, il va falloir qu'il travaille. Et en plus, il va falloir qu'il trouve des coachs intelligents que si, à midi, par exemple, il fait un gros entraînement de lutte ou de MMA, qu'il est rincé, il faut que l'entraînement, le soir même, dans l'idéal, soit intelligent, qu'il soit axé plutôt sur la technique. Il ne faut pas que les deux aient le même volume. Malheureusement, souvent, on ne peut pas, parce que c'est des entraîneurs différents, tu comprends. Moi, dans ma structure, il y a tous les sports. Donc, je peux dire, attention, Tony, il a fait un gros sparring à 14h, à 19h, il revient, ménage-moi-le. Je peux parler avec les entraîneurs. Malheureusement, quand tu dois faire plusieurs clubs différents, c'est complexe, tu comprends. Donc voilà. Après, un mec qui est aguerri, là, c'est de la qualité. C'est-à-dire que là, il peut incorporer un peu plus de prépa physique vraiment avec un travail associé pour gagner du temps. Parce que, comme je dis, c'est le temps qui nous manque. Et après, travailler derrière que ses spécificités, que ses points forts. Moi, je suis plus pour les points faibles à arriver à un moment. Moi, je pense que plus tu vieillis, plus il faut aller vers tes points forts, vers tes spéciaux. C'est eux qui vont te sauver le jour J. Si je te donne un exemple, tu es puissant des jambes, tu es un bon high kick, c'est le couper à la tête. Il faut que tout ton jeu tourne autour de ça. Surtout quand tu vieillis. Voilà. Tu mets ton high kick, on refait la toile d'araignée. High kick. Qu'est-ce qui va venir nourrir cet high kick? Qu'est-ce qu'en prépa physique peut me permettre de taper plus fort, plus vite et le répéter plusieurs fois? Et après, tu le relis avec la technique en haut. Tactiquement, qu'est-ce qui va me permettre de l'amener, mon adversaire, à prendre mon spécial, et ainsi de suite. Et après, tu tisses. Et si mon high kick ne passe pas, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est quoi mon joker pour le ramener encore sur mon truc, tu vois? Et en fait, tous mes schémas, ils tournent sur ça. Et ça me fait plein de petits spéciaux dans chaque domaine de prédilection que je relie avec ma prépa physique. Et là, je rentre vraiment dans la spécificité. Là, voilà. Là, on rentre dans les choses vraiment spéciales parce que l'athlète, c'est un athlète, je considère que c'est un athlète aguerri, qui a déjà eu en amont un travail de préparation physique avancé et qui a déjà une base athlétique très intéressante. Est-ce que de manière générale… Et je fais pareil pour le rugby. Ouais. Vas-y. Ben, tu vois, hier, j'ai lutté avec Guillaume. Lui, en fait, j'ai lutté et tout ce que j'ai choisi en lutte, les exercices, c'est des exercices qu'il fallait qu'ils soient transférables au rugby. Et on n'a pas fait d'amener au sol, par exemple. On a fait que de la force, que du physique, pour pas le blesser. Si c'est pas tombé, il sait pas chuter. Donc, s'il chute mal, je veux pas blesser, lui bousiller sa saison. Donc, en fait, on a fait que de l'opposition physique pure. Et on a travaillé les formes de corps, la stabilité. Mais la stabilité avec un adversaire qui crée, lui, ton instabilité. Ouais. Et ça change tout. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des contraintes. Comme je dis souvent à mes athlètes, il y a des gens qui me disent, Clément, je ne comprends pas, tu ne fais pas de force. Je ne te vois jamais faire des cycles de force. Mais si, je fais de la force. Mais moi, je la fais avec des haltères qui sont vivantes. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que sur un terrain, c'est ça. Je ne peux pas faire de la force. Ouais. Non, comme tu le dis, c'est super important. Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue il y a, je dirais, 1 an de ça, après avoir commencé à travailler en prépa physique avec le club de rugby local ici en Suisse. C'est qu'au bout d'un moment, des charges non humaines, on va dire, des barres, des haltères, il n'y a aucune réponse. C'est mort, quoi, comme objet. C'est des objets non vivants. Et dès que tu as une altercation, on va dire, mais dès que tu as un engagement ou une connexion, un contact avec un autre être humain qui, lui, essaye de soit te descendre, soit
sortir de ce que tu es en train d'essayer de lui faire. C'est un jeu qui est complètement différent, et d'où la nécessité absolue de faire en sorte que les mecs, même à un niveau qui est plus bas, de leur donner des bases de lutte, ou en tout cas de corps à corps qui sont, on va dire, sûrs, pour pas qu'ils se blessent, c'est clair. Mais il faut qu'on puisse les mettre dans ces contextes-là, parce que juste lever des barres et des haltères, c'est pas suffisant, quoi. Et ouais, moi, je l'avais eu cette révélation parce qu'un jour, Thierry Blancon, donc de mes professeurs à l'INSEP, me disait toi, Clément, comment tu fais pour que tes athlètes soient plus rapides? Moi, je dis, mais moi, je fais du squat lourd et tout et tout. Il me dit, mais comment tu sais qu'ils sont plus rapides? À quoi bon mettre 200 kilos sur. Alors, eux, l'avantage des sprinteurs, comme lui, il a eu entraîné des sprinteurs, eux, ils peuvent le mesurer immédiatement, si ça marche ou si ça ne marche pas. Tu vois? Nous, c'est un peu subjectif. En MMA, tu vois, là, eux, ils ont le chrono. Donc, eux, ils savent, hein, s'ils mettent 200 kilos, toi et moi, mais un mec, on lui met 200 kilos sur le dos, il a réussi à monter à 200 au back squat, et derrière, on lui fait faire une course, il fait 10. Et quand il fait du back squat à 200, il fait toujours 10, et ben on y enlève le back squat. On va pas le griller, en plus de déjà que le sprint, c'est dangereux. Tu vois, je veux dire. Et là, je me suis dit, mais merde, il a raison. Mais il a tout à fait raison. Il m'a dit, il ne faut pas faire pour faire, il faut faire pour évoluer et pour transférer. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Et ça a été vraiment une des premières révolutions que j'ai eues psychologiquement, de me dire, ah, mais il a raison. Il ne faut pas faire de la force pour faire de la force. Il faut faire de la force pour que ça soit utile. Après, bien entendu, si tu es powerlifter, bien sûr qu'il faut que tu fasses de la force. Si tu es haltérophile, bien sûr qu'il faut que tu fasses de la force. Si tu es crossfitter, bien sûr il faut que tu fasses de la force. Parce qu'on va te le demander le jour de la compète. Donc, bien entendu, ne faites pas comme moi je fais. Aujourd'hui, moi, ce que je fais principalement, c'est du développement au service de la performance. Et pas du bodybuilding fonctionnel. Ça n'existe pas, le bodybuilding fonctionnel. Ça, c'est l'arnaque qui existe là. Je deviens fou quand j'entends ça. Il y a la nourriture fonctionnelle chez nous aujourd'hui. Non, mais je te jure, je l'entends. On veut me vendre des formations tous les jours. Il y a des nourritures fonctionnelles. C'est quoi que j'ai vu? Ah oui, la posturologie fonctionnelle, parce qu'en fait, pour contrer Bernard Bricot, Mathieu Boulet et tout, il y a des mecs qui ont monté des trucs de posturologie, mais eux, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que les autres, ça ne fonctionne pas, quoi. En gros, bon voilà. La nourriture, je ne sais pas, elle est fonctionnelle, elle fonctionne, celle-là. Voilà. Et le bodybuilding, celui-là, elle est fonctionnelle. Alors, rappelez, quand tu vois les programmes, tu t'aperçois que c'est des programmes des années 80. Tu vois, des programmes de Charles Glass, etc., des anciens programmes de culturistes qu'ils ont remis au goût du jour avec des charges libres et ils te disent que c'est du fonctionnel. Bon, bref, c'est à tomber par terre. Et aujourd'hui, on te vend de tout. On te vend de tout et tout, n'importe quoi. C'est un des trucs qui me révolte. Et toi, tu as eu un mec très bien. Voilà, je tenais à te dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces mecs-là. C'est des mecs ultra enrichissants et qui sont méconnus totalement par les préparateurs physiques, mais totalement méconnus, sont inconnus au bataillon. Un mec comme Coach Kassem, par exemple. Ouais. Tu vois, voilà. Ça, c'est des mecs qui ont une expertise sur le mouvement humain, et tous les préparateurs, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais non, mais lui, il ne maîtrise pas les systèmes de production d'énergie, etc. Sauf que ces mêmes mecs-là, ils ont l'incapacité de faire une traction et de comprendre ce qu'ils font quand ils font une traction. Alors que lui, il a analysé tout le mouvement, il sait comment le recruter, il sait à quel moment les leviers vont intervenir et surtout comment les solliciter. Lui, il est intra, c'est son boulot. Donc l'inter, pour lui, c'est facile derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à se cacher, parce que là, je fais juste une petite parenthèse, ça me tenait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de prépas qui écoutent ton truc. Se cacher derrière les patterns de mouvement, c'est trop facile. Se cacher derrière le polyarticulaire, c'est trop facile. Moi, j'ai fait beaucoup de polyarticulaire, j'ai fait beaucoup de patterns de mouvement, j'ai toujours respecté un peu ce qui se passait dans ma discipline. C'est pas vrai. J'ai toutes les preuves sur mes iPads. Vous venez dans ma structure, je vous montre tout. Je n'ai pas pu se transférer que quand je faisais de l'isolation. C'est du pipeau, ça. C'est parce que c'est des suppositions et des observations. Et oui, et avec les études, tu sais très bien, on fait dire ce qu'on veut. J'en ai fait, moi, des papiers, pour moi-même. Je fais dire ce que je veux. Je prends 10 combattants à moi, je fais dire ce que je veux. S'ils n'ont pas dormi, s'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas fait caca, tu fais dire ce que tu veux, quand c'est toi qui mènes l'étude. Donc après, même si ça passe, même si c'est... au bout d'un moment, on sait, toi et moi, comment ça fonctionne. Oui, il y a des trucs extraordinaires. Oui, les papiers viennent valider ce qu'on pratique sur le terrain. Certes, c'est vrai, on est des universitaires, donc on respecte ça. Mais il ne faut pas dire que ça va nous dicter nos méthodes d'entraînement. Non. Il faut quand même relativiser, surtout que ce n'est pas fait sur des athlètes les 3 quarts du temps. Ouais, c'est fait sur des étudiants. Parce que c'est ce qui permet de pouvoir réaliser tes études. Donc ça aussi, c'est autre chose. Bon, ce que je veux dire, c'est je fais juste, si tu me permets, une petite parenthèse sur ça, c'est que vas-y.
le problème qu'on a eu, et ça, vraiment, c'est la première fois que je vais m'exprimer sur ce sujet, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent de m'exprimer sur ce sujet depuis très longtemps, et encore hier, tu vois. On m'a demandé de faire un podcast avec Fred Marcero, je ne sais pas si tu vois c'est qui. Un mec qui est beaucoup adepte du monde, etc. Moi, je ne sais pas si tu vois c'est qui. Bon, bref. Je l'ai interviewé il y a 10 jours en arrière. Bon, ils veulent qu'on fasse un truc parce que lui, il a taclé le fonctionnel aussi. D'accord. Donc, ils veulent qu'on fasse un truc ensemble pour que ça que, tu vois, voilà. Bon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je parle pour la France, je ne parle pas pour le reste. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, nous, nos préparateurs, ils sont issus de l'EPS, de l'athlétisme. Tu vois, voilà. Ensuite, en face de eux, tu n'avais que les culturistes. Comme Coach Kassem, comme puis il y a eu Gironda, Chris Aceto, enfin voilà. Des mecs, et encore Coach Kassem, maintenant ils ont progressé, mais c'est des mecs qui n'avaient pas la capacité ou pas l'envie de s'exprimer en faisant des podcasts, en faisant des articles. Ils faisaient des articles de muscu dans des livres de musculation, qui étaient réservés à des pratiquants de musculation, qui étaient considérés par les gens qui avaient un cursus universitaire comme des débiles. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire la vérité, comme des débiles. Pour eux, ils n'avaient rien à apprendre de ces mecs-là parce que c'était de la gonflette. C'était pas utilisable dans les sports. C'était pas utile. Et en fait, il y a eu deux directions qui se sont passées. La première, donc les culturistes. La deuxième, les profs de PS et tout ça, qui ont quand même donné cette réflexion, attention à la préparation physique, parce que c'est eux qui ont donné la réflexion à la préparation physique, avec la quantification de l'entraînement, etc. Et au milieu est arrivé certains mecs, comme Gilles Cometti, Jean-Pierre Egger, tu vois, compris un peu de l'haltéro, compris un peu de l'Est, compris un peu du culturisme, etc. Mais ce n'était pas encore ça. Et là est arrivé un sport, le crossfit. Et le crossfit, quand il est arrivé, tout le monde a dit c'est de la merde, ils font n'importe quoi, ça va créer des interférences, on ne peut pas faire de la force avec de l'endurance. Et en fait, les mecs, ils ont prouvé le contraire. Je ne sais pas comment, mais ils ont prouvé que le corps humain avait une capacité d'adaptation. On va me dire, oui, il y a des produits. Oui, mais ce n'est pas le seul sport où il y a des produits. Dans beaucoup de sports, tu es d'accord avec moi, il y a des produits. Ce n'est pas que le crossfit qui a des produits. C'est clair. Et bien, ces mecs-là, en fait, les crossfitters, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, bon, ils ont été un peu sectaires, hein, c'est clair. Ils ont dit, voilà, il n'y a que le crossfit qui est bien. Les culturistes, vous êtes des comiques. Vous, c'est pas fonctionnel, vous êtes la gonflette. Et vous, le EPS, là-bas, vous êtes des rigolos. Nous, on mélange tout, haltéro, gym, etc. Mais ils ont révolutionné, en quelque sorte. Et pourtant, je peux te dire que je ne suis pas un adepte du crossfit. Vraiment pas. J'en pratique pas, moi, du crossfit. Je ne fais pas de WOD, etc. Mais, pour moi, ils ont révolutionné le monde de la préparation physique parce qu'ils m'ont montré à moi, préparateur, que tout ce que j'avais appris, une grande partie, sur les interférences, du moins, mais c'était du pipeau. Le corps humain avait cette capacité d'adaptation que j'avais plus ou moins, et que je pense que toi aussi, avait déjà fait cette expertise avec tes athlètes sans le savoir, parce qu'on maîtrise, comme tu dis, on ne maîtrise pas le contexte. Donc, t'amènes que le soir, eh bien, il allait faire du rugby, t'en parlais même pas, alors que toi, tu allais faire de la force, mais ça n'annulait pas les gains qu'il avait eu. Ou peut-être qu'il allait voir une gonzesse, il n'allait pas dormir de la nuit, décalé, mais ça n'allait pas annuler. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que le corps humain a cette capacité à répondre à des contraintes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec le CrossFit? Et bien après, ils ont commencé à réaliser quand même qu'il fallait peut-être faire un petit peu d'assistance et un peu de développement, tu vois. Donc, ils ont fait OPEX et Marcus Philippe a débarqué avec le bodybuilding fonctionnel. Et là, ils ont repris aux culturistes les anciens entraînements d'il y a 40 ans que plus aucun culturiste pratique aujourd'hui. Tu montres les entraînements, je te le jure. Tu montres les entraînements de Marcus Philippe à Coach Kassem, il pleure de rire. Il pleure de rire. Moi, je vois les commentaires des mecs de la muscu, mais comme les mecs de la muscu, je ne sais même pas comment tu l'as trouvé, toi, Sean, ce mec. Quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire le podcast avec toi. J'ai dit, ce mec, je suis bluffé qu'il ait rappelé ce mec-là. Parce que c'est des mecs qui ont une véritable expertise sur leur pratique, sur les courbes de force, etc. Ils ne vont pas te faire un biceps curl bras tendu comme Frank Bosch. Frank Bosch, il est brillant. Mais quand il te met un biceps curl bras tendu, où 90% des culturistes se sont arrachés le biceps, tu montres ça à des entraîneurs de culturistes, ils vont te dire, mais c'est qui ce rigolo? Tu vois ce que je veux dire? Quand il te parle de 4 semaines d'hypertrophie, mais dis à des culturistes, 4 semaines d'hypertrophie. Dorian Yates, il avait dit, qu'en te chargeant comme il faut, en poussant comme un malade, comme il faisait Dorian Yates, à l'époque, c'était le plus gros pousseur, plus en mangeant comme il faut, 8 fois par jour, etc., en faisant tout ce qu'il faut, ils arrivaient à prendre 4 kilos de muscle par an, les mecs.
Et toi, tu es en train de m'expliquer que tu fais 4 semaines d'hypertrophie, va expliquer ça aux culturistes. Mais ils vont te rire au nez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le problème, c'est qu'on a mis des frontières entre les sports, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les gens qui font du crossfit, qui font du bodybuilding pour eux fonctionnel, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font des programmes d'entraînement, de musculation qui sont obsolètes en réalité. La seule chose qui est bien dans ces programmes, c'est qu'il y a quand même un accès sur le travail unilatéral. Ouais. Et moi, je travaille quasiment qu'en unilatéral. Parce que l'être humain est unilatéral, c'est comme ça. Voilà. Je ne fais jamais un geste comme ça. Quand je prends la bouteille, je la prends d'une main. Je ne fais pas ça pour boire, tu sais, tout parallèle, tu vois, je vais te dire avec une... voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse parce que ça, je vais vraiment en faire, je pense, carrément un podcast sur ça. Parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et je finis juste sur ça. Vas-y. À la première conférence que j'ai fait à l'INSEP, que j'ai écoutée, ça va te faire rigoler. Moi, j'étais comme ça avec mes notes, comme un petit étudiant. Et je regardais les mecs, et les mecs, ils me présentaient des choses sur la force, tu sais, sur la vitesse, sur le travail profil, force, vitesse, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces types? C'est des extraterrestres, je comprends rien. Moi, j'étais là, j'étais un jeune étudiant. Et mon prof, je ne dirais pas qui c'est mon prof, parce que bon, ça a fait un peu, voilà. Il était venu me voir, il m'a dit, Clément, arrête d'être impressionné par ces mecs-là, va les voir travailler sur le terrain, tu vas voir qu'il y en a beaucoup que c'est des rigolos. Je dis, ah bon? Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais attends, le mec, il prépare, il va, je donne un exemple, il va au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas possible et tout. Il me dit, écoute, va les voir travailler, va les voir faire les mouvements, va les voir sur le terrain, leur expertise pour de vrai. Là, il te parle de travail de force et tout ça. Il me dit, c'est des journalistes sportifs que tu as en face de toi, Clément. Là, le mec que tu as en face de toi, c'est un journaliste sportif. C'est-à-dire qu'il est très fort pour traiter l'information, te la présenter, mais après la mettre en application, c'est autre chose. Et ça m'a un peu. Tu sais, je me suis dit, tu sais, quand tu les bats de ces gens, tu vois, ils ont écrit des bouquins et tout, tu te dis waouh, tout. Et quand je suis allé les voir, effectivement, je les voyais faire des legs extensions, mais des trucs, mais je me dis, mais c'est pas possible, tu sais, des trucs de fou, quoi. Tu sais, j'étais là. Et moi, mon père qui avait une salle de muscu, qui lisait le monde du muscle, il faisait des programmes de Schwarzenegger, tu vois ce que je veux dire. Mais quand il les voyait faire en vidéo, il rigolait. Mais il dit, mais c'est quoi tes mecs là? Ils savent même pas faire un développé couché. Et tu me dis qu'ils préparent les JO, des équipes qui vont aux JO. Mais en fait, moi, je les défendais. Je dis, mais non, mais toi, tu comprends pas. Ils font du cluster, ils font du triphasique et tout. Enfin, tu vois, j'essayais de l'embrouiller. Mais en fait, au final, il avait raison. Alors oui, tu as des mecs qui sont brillants comme Fred Aubert. Un mec que tu as eu aussi, que moi, j'ai vu s'entraîner. Que même s'il y a des gens qui l'aiment pas, c'est Aurélien Broussal. Moi, Aurélien, il sait. Mais Aurélien, il fait. C'est-à-dire qu'il sait, mais il sait appliquer aussi. C'est pas le tout de savoir. C'est pas le tout d'écrire des articles. Il faut être capable de les mettre en pratique. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que toi et moi, on a fait des études. On en avait un dans la classe que c'était le phénomène pour rédiger des PowerPoint extraordinaires, mais qui avait le corps d'un vélo qui ne s'est jamais entraîné de sa vie. Tu comprends? On en a eu. Moi, j'en avais dans ma classe, ils n'ont jamais soulevé quelque chose. Sean, il nous aurait atomisés en conférence. Parce qu'ils te faisaient des revues de toutes les méta-analyses, les mecs. Parce que pendant que toi et moi, on en chiait avec nos athlètes, eux, ils allaient sur PubMed, ils lisaient toutes les méta-analyses. Tu ne peux pas gagner. Et moi, ça m'a impressionné à un moment donné. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que non. Parce qu'après, quand tu discutais avec eux, mais tu t'apercevais qu'en fait, il y avait des problématiques qu'ils n'étaient pas capables de résoudre. Et que l'héritage empirique qu'on a eu, de nos pères, de notre expérience propre, commune, et de cet échange qu'on fait entre toi et moi, tu vois, cet échange qu'on fait ensemble, et bien c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Là, on n'est pas dans un montage. Là, on parle sincèrement tous les deux. Et les gens qui maîtrisent, tu le vois à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est les gens qui font. Moi, je te dis juste, Sean, ce que je fais au quotidien. Donc, je ne peux pas me tromper. Je peux avoir tort. Mais je ne vais pas me tromper dans ce que je vais t'expliquer. Parce que je le fais tous les jours. Tu comprends ce que je veux te dire? Et je sais que ça, pour l'instant, ça fonctionne. Mais dans 5 ans, je te dirais, non, ce que j'ai fait j'ai pris des mauvaises directions. Je change tout le temps. Moi, j'essaye d'écouter tous tes trucs. Bon, t'en as fait beaucoup, hein. Mais j'essaie de les écouter. Et à chaque fois, je prends un truc par-ci, je prends des notes. Je dis, bon, mais lui, il dit ça, c'est pas mal, je vais tester. Mais lui, il dit ça, pas mal, je vais tester. Et quand j'ai vu les noms de l'autre powerlifter, là, qui est super bien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que tu as eu un powerlifter américain. Matt Darnley, peut-être? Eh bien, ouais, voilà. Eh bien, tu vois, voilà, ça, c'est des mecs, pour moi, c'est des mecs, c'est des mines de savoir. Tu as fait 43 vues. Mais tu vois, c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est des mecs, pour moi, c'est. Mais tu vois, voilà. Je sais pas comment ça se fait que tu les as eus,
Mais la dernière fois, j'avais contacté un mec qui est très très fort sur le système hormonal, qui est professeur au Texas, Woolby. Je ne sais pas si tu vois c'est qui Woolby, un powerlifter qui fait du bodybuilding. Bon, ben, je t'enverrai le nom parce que je m'en rappelle. J'ai peur de casser son. Le qui envoie un message, je lui dis putain, franchement, j'ai écouté vos travaux, vous êtes extraordinaires. Le mec, il était choqué. Il était choqué qu'en France, il y a un petit mec barbu costaud, avec une tête de taré, qui l'y a écrivé, tu vois. Il m'a dit, mais merci mon pote, mais je te remercie du fond du cœur. Ça me touche, il m'a dit énormément, quoi. Comment tu m'as trouvé? Je dis, ben, parce que je suis la NCL, etc. J'ai vu que vous faisiez des articles et tout. Et après, je vous ai trouvé sur YouTube. Vous faites du bodybuilding, vous avez un doctorat en sciences du sport, c'est rare, tu vois. Ouais. Et là, j'ai dit, mais putain, ça m'intéressait, tu vois. Et en fait, le mec était choqué. Pareil, Chavez, j'avais écrit à Chavez. C'était un mec, pareil, qui veut du powerlifting. Inconnu, hein. Un monstre en micronutrition, un monstre. Un monstre quasiment sur tout ce qu'il fait. Et bien, le mec, j'ai écrit choqué. Un peu comme Coach Kassem. Coach Kassem, je crois, il a 19 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Alors que le mec, c'est lui qui a tout fait pour celui qui est connu là. Pakluski. Ben Pakluski, non? C'est lui? Ben Pakluski, je ne sais plus comment il s'appelle. Le mec qui a. Ben Pakluski. Lui, il a 1 million par contre d'abonnés. Attends, moi, j'ai peine quand je vois Brett Contreras. Il est pas mal, tu vois, qui a 1 million d'abonnés et qu'il a pris des entraînements. Bon, là, il s'est fait un peu assassiner sur les réseaux sociaux parce qu'il a pris les entraînements d'un mec qui s'appelle Gironda. C'est un préparateur de bodybuilding. Tu sais. Et que le pauvre Gironda, lui, c'est Gironda ou je ne sais plus c'était qui, ou un autre. Et en fait, le mec, l'autre, il a 8 000 abonnés. Peu cher. Tu sais, il n'y a personne qui l'écoute. Le mec, c'est un tueur. Et en fait, voilà, tu vois, et ça, c'est des trucs comme nous en France, on a Thibaut InShape. Thibaut, moi, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait. Énormément parce qu'il a réussi. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait faire de la muscu, de la pratique sportive aux gens, etc. Mais en le respectant énormément, je ne peux pas dire que c'est le meilleur préparateur physique français. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le critiquer de dire que ce n'est pas le meilleur préparateur physique français. C'est pas lui que je vais écouter. Voilà. Même si il a eu une influence positive extraordinaire pour notre jeunesse. Parce qu'il a promu le sport à travers ses vidéos humoristiques. Et que moi, je pense que c'est un athlète, ce mec, en plus de ça. Parce qu'il a un beau physique, il s'entraîne, il fait du crossfit, il a fait une compétition de muscu, donc j'ai énormément de respect pour lui. Excuse-moi, j'ai été long, mais là, quand je démarre, après, je ne m'arrête plus. C'est bien pour ça que je t'ai laissé y aller, parce que comme tu l'as dit, je pense que ces échanges-là, ils sont super importants, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est en échangeant, c'est en essayant de faire fonctionner, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Je veux dire, moi le premier, j'apprends de tous les podcasts que je fais. J'apprends aujourd'hui avec toi, j'ai appris hier avec d'autres, et c'est comme ça qu'on va continuer à faire avancer les choses. C'est en ayant ces conversations et en échangeant pour faire en sorte pour que tout un chacun puisse, à leur propre rythme et avec leur propre contexte, relier, on va dire, tous les points sur la carte, et continuer à faire notre puzzle pour, on l'espère, arriver à une compréhension qui nous permet de faire notre boulot le mieux possible, quoi. Ah, c'est clair, je suis entièrement d'accord. Clément, je vais terminer avec quelques réponses courtes. Donc, je vais te poser des questions et je t'invite à répondre avec des réponses les plus courtes possibles. Donc, dans un premier lieu, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la préparation physique? Je pense que ce qui me fascine aujourd'hui, dans le monde de la préparation physique, c'est l'anatomie. C'est l'essentiel, en fait. C'est vraiment analyser la longueur des muscles, tu vois, les leviers, vraiment tout regarder sur vraiment la précision. Parce que comme je me suis mis au culturisme, j'essaye de me sculpter, mais comme un travail d'orfèvre, tu vois. Vraiment, voilà, c'est ça. C'est revenir à un de mes premiers livres, tu vois. Et vraiment apprendre vraiment l'anatomie du corps humain. Comprendre comment ça fonctionne, voir les fibres, dans quelle direction elles sont pour faire les mouvements en adéquation avec ça, etc. Quel est le mouvement ou le sport que tu préfères coacher? Que je préfère coacher, c'est le MMA. Quel est le mouvement que tu préfères entraîner pour toi-même? Le mouvement que je préfère entraîner, je dirais que c'est les dips peut-être. Dips, ok. C'est là où je suis fort, on va dire.
Qu'est-ce que tu vois on est en 2021, qu'est-ce que tu vois en 2021 sur que ce soit les réseaux, les différentes conversations, des choses qui te plaisent dans le monde de la prépa physique? Ben, il y a beaucoup d'échanges maintenant. Comme on est en confinement tous, les gens, il y a beaucoup d'interactions entre nous. On se rencontre tous, on se connaît. Moi, j'ai fait beaucoup de podcasts, beaucoup de lives avec beaucoup de monde. Et ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aimes moins voir? Ben, après, comme je te dis, ce que j'aime pas, c'est croire, tu vois, que tu as une formation, par exemple, et de dire, voilà, si vous ne faites pas ce qu'on fait nous, vous n'avez rien compris, vous êtes nul. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Voilà, ça, moi, c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que si, mettons, je sais pas, tu fais pas les chaînes busquées, par exemple, hein, ben, il ne le dit pas, mais voilà, tu ne peux pas entraîner en prépa physique. Un coach que tout le monde devrait suivre, d'après toi? Il y en a plein. C'est dur ce que tu me dis là. Ah oui, je sais. un coach, tu vois, parce que ça veut rien dire. Ça veut tout dire ce que tu dis, je suis d'accord, mais un coach qui devrait suivre, donc c'est un coach qui communique, tu veux dire. Oui, c'est ça. Un coach qui vaut la peine d'être suivi pour le travail qu'il fait ou pour ce qu'il communique, ouais. Ah, le français qui m'a le plus impressionné. Non, le mec qui m'a le plus impressionné tout court, je ne veux pas dire le français. Le mec le plus impressionnant qu'on a sur notre territoire, fait le français. Même au niveau mondial, je pense que c'est Michael Gundil. Il n'est pas coach, mais c'est lui. C'est le mec, c'était le seul mec, quand j'ai discuté avec lui, il m'a fait bégayer. Un livre que tout le monde devrait lire, prépa ou pas? C'est pas. Ouais, le sens du mouvement d'Alain Berthoz. Super. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Eh bien, Clément Marcoux. Et après, vous avez, ben voilà, vous tapez Clément Marcoux, vous savez tout. Vous ne pouvez pas me louper de toute manière. Et ma tête de barjola que j'ai avec cette barbe, on dirait un fou. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous verrez un barbu en train de s'entraîner et j'essaie de partager le maximum avec vous. Super Clément, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Donc, un grand merci aussi à tous ceux et C'est celles moi qui te remercie. Ouais, non, écoute, c'était vraiment super. Un très, très chouette échange. Donc, oublie pas, toi qui écoutes ou regarde, d'aller suivre Clément sur Insta. Va aussi jeter un œil sur sa chaîne YouTube. Les liens sont dans la description. Et pour terminer, je veux dire un grand merci à notre sponsor pour cet épisode. Tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao.